Bonjour, aujourd'hui on est en management des organisations en classe de première STMG. Le chapitre d'aujourd'hui va traiter des stratégies des organisations publiques. Donc il s'agit du thème 3, les choix stratégiques des organisations, du point 3.2, les stratégies des organisations publiques, quelles spécificités. En termes de notions, nous allons voir domaine stratégique de l'action publique, intérêt général, service public, délégation de service public, niveau stratégique central territorial, stratégie et cadre européen, groupe de pression, entreprise publique, conflit d'intérêts, transparence et évaluation de la performance. Donc c'est un chapitre qui est relativement lourd que nous allons voir sur 2 vidéos différentes. Donc pour traiter ces points, nous allons suivre le plan suivant. Donc un point en 4 parties. Petit 1, comment caractériser les stratégies des organisations publiques, les différents modes d'intervention des organisations publiques, quelles sont les spécificités des entreprises publiques et quels facteurs influencent les stratégies des organisations publiques. Donc petit point de méthode, chaque fois que vous allez voir O majuscule, P majuscule, U, il s'agit d'organisation publique. Bien, alors on va commencer par faire un petit rappel sur ce qu'est une organisation publique. Donc tout d'abord l'objet. Donc il s'agit d'assurer une mission de service public et de gérer les biens publics, c'est-à-dire qu'on est véritablement sur la satisfaction de l'intérêt général. Donc il existe plusieurs types d'organisations publiques. Donc tout d'abord les administrations publiques centrales, comme les ministères par exemple, et les collectivités territoriales, c'est-à-dire communes, régions, départements et collectivités territoriales. Donc ces deux types d'organisations sont des établissements publics administratifs à but non lucratif et leur financement se fait essentiellement par impôts, taxes et emprunts. Parallèlement, il y a les entreprises publiques. Donc, il existe 3 grands types d'entreprises publiques, les EPIC, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les sociétés nationales, les sociétés d'économie mixte ou SEM. Ce sont des structures à but non lucratif et leur financement se fait par apport en capital, emprunt et paiement du prix d'une prestation, par exemple. Alors, vous voyez tout de suite qu'il y a une différence entre le financement des entreprises publiques et le financement des établissements publics administratifs, puisque pour les entreprises publiques, il y a constitution d'un apport en capital. Bien, alors, on va voir tout d'abord comment on caractérise les stratégies des organisations publiques. La notion d'organisation publique renvoie à une très grande diversité d'organisations, puisqu'on l'a vu, il y a les administrations publiques centrales, les ministères, comme par exemple le ministère des Armées, le ministère de l'Éducation nationale, etc. Il y a également les établissements publics à caractère administratif, comme le Pôle emploi, les établissements publics de santé, comme les CHU, c'est-à-dire les centres hospitaliers universitaires, les entreprises publiques, comme la SNCF, les collectivités territoriales, donc communes, départements, régions et collectivités territoriales. Ce qui fait qu'en fait, il y a un grand nombre de types d'organisations publiques. Et donc, elles ont, ces organisations publiques, des missions très diverses qui sont liées à leur domaine d'intervention. Et leurs domaines d'intervention sont très variés, puisqu'on a, par exemple, pour le ministère des Armées, on a la défense du territoire, on a pour les CHU la santé, la SNCF le transport ferroviaire, etc. Donc, en fait, il y a un très grand nombre de domaines d'intervention. De ce fait, il y a une grande diversité des stratégies, puisqu'en fait, les stratégies dépendent des missions qui sont assignées, des missions qu'elles ont à réaliser. Donc, cette grande diversité d'organisations et donc grande diversité de secteurs d'intervention fait qu'il y a une grande diversité de stratégies des organisations publiques. Alors, quelles sont les contraintes qui s'appliquent à ces organisations publiques? Donc, il faut savoir qu'elles ont une finalité commune, c'est-à-dire de produire des services publics pour satisfaire l'intérêt général. Donc, le service public désigne la prise en charge d'une activité d'intérêt général, c'est-à-dire une activité qui intéresse l'ensemble de la population concernée. Donc, les stratégies des organisations publiques sont définies dans le respect de l'intérêt général et elles expriment la volonté de la collectivité tout entière et ne servent pas à des intérêts particuliers.
Donc, elles entrent dans le cadre des 3 principes fondamentaux du service public, c'est-à-dire, petit rappel, le principe d'égalité, c'est-à-dire que toute personne a un droit égal à l'accès au service public et doit être traitée de la même façon que tout autre usager du service. Petit 2, le principe de continuité, il repose sur la nécessité de répondre aux besoins d'intérêt général sans interruption. Et en fait, le principe d'adaptabilité, c'est-à-dire qu'en fait, le service doit s'adapter aux évolutions de la société et intégrer les évolutions techniques qui sont utilisées au sein de la société. Et j'ai envie de dire que ça, on le voit au quotidien, puisqu'on assiste à une dématérialisation de maximum de démarches administratives. Et en fait, ça montre bien cette adaptabilité des services publics, puisque dans notre société, beaucoup d'activités se font dématérialiser, le numérique fait partie de notre quotidien et donc les services publics s'adaptent et intègrent le numérique dans la réalisation des démarches. Voilà. Maintenant, nous allons voir la seconde partie, c'est-à-dire les différents modes d'intervention des organisations publiques. Alors, il y a plusieurs modes d'intervention. Alors, tout d'abord, on va voir le mode de gestion directe. Donc, au niveau national, l'État et les administrations publiques centrales gèrent directement l'ensemble des services publics relevant des missions régaliennes, c'est-à-dire police, justice, défense. Maintenant, au niveau local, la gestion directe repose essentiellement sur la régie directe, c'est-à-dire c'est un mode de gestion des services publics dans lequel la personne publique assure directement la gestion du service public. Donc, elle supporte toutes les dépenses et perçoit toutes les recettes liées à ce service public. On va prendre l'exemple d'une commune qui est responsable de l'organisation du service d'eau potable, par exemple, et de son fonctionnement. Donc, elle assure la gestion directe de l'assainissement, de la gestion de l'eau potable. Elle réalise les dépenses afférentes et perçoit les recettes liées à ce service. Maintenant, nous allons voir la délégation de services publics ou la gestion déléguée. Alors, la DSP est un mode de gestion privilégié pour la gestion des services publics industriels et commerciaux. C'est un contrat administratif par lequel une personne morale de droit public confie à une personne privée pour une durée limitée la gestion du service public dont elle a la responsabilité. Alors, ce choix s'explique par la volonté de bénéficier du savoir-faire, de l'expertise technique de l'entreprise délégataire. Ça se justifie également par le transfert du risque qui est possible aux délégataires, puisque les délégataires assument seuls la fourniture du service public et donc le risque d'exploitation. Et enfin, par la volonté de réaliser des économies d'échelle, c'est-à-dire de réaliser des économies qui sont liées à la baisse du coût unitaire de production grâce au partenariat avec un industriel. Donc, là, en ce qui concerne donc la délégation de services publics, le risque principal repose sur la perte de maîtrise et d'autonomie du service public par l'organisation publique. Parce qu'effectivement, en confiant à un délégataire privé la fourniture du service public, elle est dépendante et elle ne maîtrise pas véritablement l'organisation de ce service public et la réalisation de ce service public. Maintenant, le troisième mode d'intervention, il s'agit de la mise en place des contrats de partenariat public-privé. Alors, cela concerne essentiellement des gros chantiers de BTP, comme les bâtiments publics, par exemple les écoles de Marseille, le ministère de la Défense, des infrastructures de transport, comme les lignes à grande vitesse Paris-Bordeaux, etc., les stades, etc. Donc, dans un contexte financier très contraint, c'est-à-dire dans lequel la dette publique est élevée, le recours au partenariat public-privé permet aux organisations de réaliser rapidement de gros chantiers tout en étalant le coût de ces chantiers sur plusieurs années. La construction et la gestion des bâtiments et infrastructures publiques sont financées par le secteur privé. De ce fait, les organisations publiques n'ont pas besoin de s'endetter lourdement puisque ce n'est pas elles qui avancent les fonds, mais elles vont payer des loyers qui peuvent être élevés, ce qui fait que finalement, le coût financier de ce type d'opération peut être élevé. Et enfin,
Donc, la structure publique, l'organisation publique se retrouve donc à payer des loyers qui peuvent être élevés, mais aussi des frais supplémentaires de maintenance, ce qui peut représenter une charge supérieure au coût effectif de réalisation de ce chantier. Maintenant, les marchés publics. Les marchés publics permettent à l'administration de recourir à une personne privée pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures, de services nécessaires à l'exécution de services publics en échange d'un prix dont elle s'acquitte. Ce sont des contrats qui sont conclus par l'État et les établissements publics administratifs ou les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Bien, nous avons terminé des deux premières parties. Nous, on arrête l'enregistrement là et nous allons voir la troisième et la quatrième partie dans un autre enregistrement.